Comment faire une IA sur n'importe quel jeu vidéo? Cette vidéo, c'est la conclusion des 4 premières que j'ai sorties sur cette chaîne, où j'ai pu montrer différents types d'IA réussir des jeux plus ou moins difficiles. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pareil de votre côté, que ce soit comment coder une IA, reproduire n'importe quel jeu vidéo, et comprendre la théorie qu'il y a derrière tout ça. Tout ce dont vous aurez besoin pour ce tuto, c'est un IDE Python comme par exemple PyCharm que j'utilise moi-même. Et sur ce, c'est parti pour le tutoriel. Le terme intelligence artificielle, qu'on nommera IA par la suite, a de nombreuses définitions. Retenez juste celle-ci. C'est un algorithme en mesure de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Aujourd'hui, le trait humain que l'on va reproduire est la capacité d'apprentissage. Quand vous créerez une IA sur un jeu vidéo, elle sera au début naturellement mauvaise. Et votre but sera de l'accompagner pour qu'elle devienne de plus en plus forte sur le jeu. On appelle ça l'apprentissage par renforcement. En réalité, il existe de nombreuses autres méthodes pour faire des IA sur un jeu vidéo, comme par exemple les arbres de recherche, la méthode de Monte Carlo ou encore des algorithmes complexes. Mais ces méthodes deviennent inutilisables dès qu'on s'attaque à un jeu vidéo difficile. Et pourquoi cela? Car ces algorithmes ne marchent que si l'on sait déjà nous-mêmes comment résoudre le jeu en question. L'avantage de l'apprentissage par renforcement est qu'il permet à notre IA d'apprendre à résoudre n'importe quel jeu, peu importe si l'humain l'a déjà résolu ou non. C'est comme ça qu'on a pu voir apparaître les bots de chess comme Stockfish ou AlphaZero, complètement imbattables par l'humain aujourd'hui. Mais donc, comment se passe l'apprentissage par renforcement? Bon, comme vous l'avez compris, on ne peut pas forcément évaluer directement chaque action de notre robot, car on ne connaît pas forcément la solution de notre jeu. On peut seulement évaluer ses résultats, c'est-à-dire est-ce que le robot a gagné ou perdu. Et c'est pourquoi on va instaurer un système de récompense pour notre robot. C'est-à-dire que s'il gagne une partie ou remplit un objectif, on lui fait comprendre que ses actions ont été bonnes par le biais d'une récompense. Bien évidemment, on va le pénaliser s'il a perdu. En répétant ce processus des milliers voire des millions de fois, vous allez inévitablement finir par avoir une IA forte, voire imbattable au jeu. Plus qu'à savoir comment faire évoluer nos IA en fonction de la récompense reçue. Pour cela, il existe deux méthodes, les deux sont tout autant efficaces, mais l'une est bien moins exigeante en termes de maths que l'autre. La première, c'est la rétropropagation, qui modifie la constitution même de l'IA en fonction du résultat de ses actions. Et la deuxième, c'est l'algorithme génétique, qui va tout simplement prendre les meilleures IA d'une génération, et en faire des enfants puis recommencer à nouveau, et ainsi de suite. Pour exemple, j'ai utilisé la rétropropagation dans ma vidéo pour le jeu Snake, et l'algorithme génétique est présent dans mes vidéos sur le football et sur Mario Kart. Pour cette vidéo, j'ai choisi l'algorithme génétique, mais si vous voulez apprendre la rétropropagation, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On va lâcher un peu la partie IA pour y revenir plus tard, et on va voir comment créer n'importe quel jeu vidéo en 3D sur Python. Depuis le début de la vidéo, vous pouvez voir passer un petit jeu avec des pandas qui essaient de monter une échelle. En fait, c'est le jeu qu'on va créer aujourd'hui. Il contient tout ce que vous devez savoir pour créer n'importe quel jeu vidéo en Python, et une fois que le jeu sera créé, on y ajoutera les IA. En gros, on rendra nos pandas intelligents. Le code sera bien sûr en description de la vidéo. Je vous conseille de le télécharger et de le suivre en même temps que la vidéo, car ça va aller assez vite. N'hésitez pas à la mettre sur pause si vous voulez prendre votre temps pour tout comprendre. Et bien sûr, vous aurez tout le temps du monde pour apprendre la syntaxe par cœur plus tard grâce à ce code. Pour commencer, il faut préparer nos modèles 3D qu'on fera bouger dans le jeu. Donc ici la map et le panda. Vous pouvez les télécharger dans la description. Et à l'avenir, vous devrez probablement passer sur Blender pour créer vos modèles, ou alors les télécharger sur Sketchfab par exemple. On passe tout de suite à la partie code. La librairie qu'on va installer s'appelle Panda 3D. Vous pouvez le faire depuis le terminal ou sur votre interpréteur Python. Cette librairie est plutôt sympa car elle fait le gros du travail pour nous. Pour créer un jeu vide, suffit de créer une classe et lui faire hériter des propriétés de l'objet ShowBase fourni par Panda 3D, qui est donc une base nous offrant pour nos jeux tous ces éléments. Un repère cartésien pour faire bouger nos objets, la caméra pour filmer le jeu, un loader pour télécharger nos modèles 3D, un moteur de rendu pour les faire apparaître à l'écran, et un task manager qui permet de faire du multithreading, en gros faire tourner plusieurs programmes en même temps. Quand on lance le jeu, on obtient une fenêtre vide mais fonctionnelle. Il ne reste plus qu'à ajouter pas à pas les éléments de notre jeu, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Attention, c'est maintenant que les choses vont aller vite. Pour importer nos modèles, on utilise le loader, qui prend en entrée le chemin d'accès de notre fichier et renvoie un modèle 3D qu'on peut manipuler par la suite. Pour la caméra, elle est déjà présente dans notre jeu, mais l'idée c'est de la placer et de l'orienter comme il faut.
La fonction setPose, que vous verrez à de nombreuses reprises, permet de placer un objet à une position XYZ, et la fonction setHPR modifie la rotation de cet objet. On passe à l'initialisation des lumières, qui sont seulement là pour rendre le jeu plus beau. Il y a deux types de lumière qu'on va utiliser, la lumière directionnelle qui imite le soleil, et la lumière ambiante qui éclaire légèrement tous les éléments du jeu, peu importe où ils se trouvent. Sans les lumières on a ça, et avec les lumières on a ça. J'en ai profité aussi pour changer la couleur du fond du jeu dans cette fonction. On passe maintenant au contrôle, via la fonction accept qui crée un lien entre une touche du clavier et une fonction dans notre programme. Donc là c'est à votre guise, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. J'ai raisonné avec un dictionnaire contenant les états de mes touches pour permettre aux joueurs d'avancer en continu si je maintiens la touche Z. Sans ça, Panda 3D ne comprendrait pas qu'on puisse maintenir une touche appuyée, c'est important de le savoir. On passe aux fonctions un peu plus compliquées, et tout d'abord avec la capture et libération de la souris, qui permettent de faire disparaître et réapparaître le curseur, comme sur n'importe quel jeu vidéo. On rentre directement dans la création du jeu, avec la mise en place du terrain et le fameux repositionnement, changement d'orientation et changement de taille. Pareil pour le joueur, auquel je vais ajouter une forme de collision, donc un cube qui est à peu près à sa taille, pour pouvoir gérer plus tard la collision avec les barrières et les murs. Ici le code peut être un peu compliqué à visualiser, mais dites-vous seulement qu'on crée un cube aux dimensions qu'on veut, on l'attache à une note de collision, on modifie ses entrées et sorties, c'est-à-dire qu'on choisit quels objets il pourra cogner, et on attache cet objet au joueur pour qu'il le suive dans ses mouvements, avant de l'attacher au traverseur qui est un objet ayant pour but de vérifier qui se cogne contre qui à chaque instant. On y reviendra plus tard. Sinon, voici les autres formes de collision principales sur Panda 3D, avec leurs fonctions de création respectives. Dans ce bloc, j'ai créé toutes les formes de collision pour la map, en passant du sol au mur et aux barrières. Une autre méthode consiste à utiliser cette fonction, qui, je l'avoue, est très difficile à lire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Comprenez juste qu'elle crée des polygones de collision exactement de la même forme que votre objet 3D, donc pas besoin de s'embêter à tout créer manuellement. J'ai utilisé cette fonction sur la route arc-en-ciel dans ma vidéo Mario Kart, pour ne pas avoir à tout créer moi-même, ça m'aurait pris un temps fou. Au final, avec les formes de collision, on a ça. On passe maintenant aux fonctions qu'on ajoutera au Task Manager, c'est-à-dire les fonctions qui vont s'activer constamment pendant notre jeu, donc le mouvement du joueur, le mouvement de la caméra et la détection des collisions. Pour la caméra, c'est assez dense, on a d'abord un bloc qui gère la rotation de la caméra en fonction du mouvement de la souris, puis un bloc qui gère le mouvement de cette dernière en fonction des touches qu'on a pressées, comme vu précédemment. Pour le joueur, c'est sensiblement la même chose, puisqu'on peut le contrôler, et sinon on a un petit bloc qui simule des physiques simples, comme par exemple la gravité ou la vitesse. On retrouve toujours nos fameuses fonctions setPose qui nous sont très utiles, et sinon c'est juste un peu de mathématiques. Et enfin, pour les collisions, on retrouve notre fameux traverseur. J'ai plus qu'à récupérer et analyser chaque cas de collision, donc si le joueur se cogne contre une barrière, ça n'a pas le même effet que s'il se cogne contre une échelle, et donc on est obligé de créer ce gros bloc de vérification, et de modifier la vitesse du joueur en fonction de ce qu'il a cogné. Voilà, avec tout ça, vous avez votre jeu vidéo. Il nous reste plus qu'à faire jouer les IA à notre place, et vous allez voir qu'en termes de code, c'est très facile à implanter, et ça demande que très peu de lignes à écrire. Bon, on passe maintenant à la simulation. Comme promis, c'est très léger en termes de code. Vous avez juste à installer la librairie NeetPython de la manière que vous le souhaitez, et de taper ce petit bout de code. La première partie, c'est pour récupérer un fichier de paramètres, dont je vais parler un peu plus tard. Ensuite, on crée notre population et on lui ajoute un suivi dans la console. On initialise des tableaux pour faire de beaux graphiques plus tard, et on ajoute au Task Manager nos belles fonctions. Par ailleurs, ces fonctions ont un peu changé maintenant, car ce n'est plus moi qui contrôle les pandas, mais des IA. Mais dans l'ensemble, très peu de lignes ont changé. Et la simulation ne tient que sur 5 petites lignes. Voici la fonction en question. En fait, seule la ligne 1 est importante, puisqu'elle va tout simplement lancer le jeu en boucle, jusqu'à ce qu'une IA finisse le jeu ou qu'on dépasse les 10 000 parties. La fonction que vous devez mettre en argument ici doit s'occuper d'initialiser le jeu, le lancer, puis se fermer uniquement quand il est fini. C'est ce qui se passe ici. Bon, petite particularité, vous devez obligatoirement mettre ces deux paramètres en entrée de votre fonction de jeu. Le premier, c'est votre population d'IA, et le deuxième, c'est les paramètres de votre simulation. Je crée mon groupe de joueurs à partir de la génération ici, je lance le jeu ici et je récupère tous les résultats et les scores, donc les récompenses de chaque IA, une fois que mon jeu est fini ici. Puis on nettoie tout et on recommence.
Et enfin, je vais rapidement vous parler du fichier config, qui est un fichier texte permettant de configurer la simulation. Il y a beaucoup de paramètres, vous pouvez vous amuser à jouer avec. Retenez juste que cette ligne indique à partir de quelle récompense maximum la simulation se termine. Donc à quel seuil une IA est considérée comme forte au jeu, et donc qu'on peut s'arrêter. C'est à vous de créer votre propre système de récompense. Moi par exemple j'ai créé des petits checkpoints sur la map pour mes pandas. Donc cette valeur est à choisir quand vous aurez fini de créer votre jeu, et à votre guise. Ensuite on a la taille de notre population. Plus bas on a le paramétrage des réseaux de neurones pour ceux qui souhaitent approfondir leur simulation. Mais rassurez-vous, vos entraînements vont marcher même si vous laissez ces valeurs par défaut. Il y a juste deux lignes à surveiller, c'est les num inputs et num outputs. Si vous donnez à votre IA 4 informations par exemple, il faudra mettre num inputs à 4 et si elle renvoie 2 valeurs, il faudra mettre num outputs à 2. Et enfin tout en bas, il y a l'élitisme. Je vous conseille de le mettre à 1, cela aura pour effet de toujours garder la meilleure IA d'une simulation pour la prochaine, et donc ne jamais perdre notre progression dans l'entraînement. Et voilà, félicitations si vous êtes restés jusqu'à la fin. Il ne nous reste plus qu'à observer ensemble nos petits pandas progresser dans le but d'atteindre le petit coffre sur la map. C'est parti. Merci de m'avoir suivi dans ce tutoriel, j'espère qu'il vous servira à l'avenir et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos sur des sujets différents.